Thank you, Excellence. I want to ask you to use your handset. Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du Congrès, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, de la communauté universitaire, de la société civile, Monsieur le Président d'Atlantic Council, je voudrais commencer par vous remercier, M. John Rogers, et votre CEO, Frédéric Kemp, pour votre aimable invitation, ainsi que ma compatriote, l'ambassadeur Ramayad, qui a suivi avec nous depuis déjà plusieurs semaines cette invitation. Je salue et remercie toutes les personnalités ici présentes ce soir pour parler de l'Afrique, des relations entre l'Afrique et ses partenaires outre-Atlantique. Et j'apprécie les efforts que mène Atlantic Council depuis plusieurs décennies dans l'analyse et la réflexion sur des sujets et enjeux globaux qui interpellent le monde. À mon sens, la place de l'Afrique dans les relations internationales contemporaines fait partie de ces problématiques sur lesquelles vous réfléchissez. Plus de 60 ans après les indépendances, l'Afrique est encore à l'étroit sur la scène mondiale. Et les préjugés contre le continent restent encore tenaces. Il nous faut par conséquent continuer de plaider. Plaider, expliquer, mais surtout déconstruire des narratifs infondés. Réclamer justice et équité, mais également rétablir des vérités historiques. Il y a 60 ans, la grande majorité des pays africains, pour ne pas dire presque l'ensemble des pays africains, à l'exception de l'Éthiopie, accédaient à l'indépendance. Après un traumatisme de 5 siècles d'esclavage et de colonisation. C'est un handicap sans pareil dans l'histoire de l'humanité qu'aucun autre continent n'a subi. Mais l'Afrique est toujours là, debout, vivante et résiliente, splendide, comme disait le poète David Diop. Mon point de vue, mesdames et messieurs, est que malgré ce préjudice historique et les défis de l'heure, l'Afrique évolue globalement dans le bon sens, et vous l'avez rappelé. Certes, les effets cumulés de la pandémie et de la guerre en Ukraine ont sérieusement freiné la dynamique d'une croissance africaine régulièrement supérieure à la moyenne mondiale ces dernières décennies. Mais l'élan d'émergence de l'Afrique me paraît irréversible. Il nous appartient de porter cette ambition de progrès dans la responsabilité pleinement assumée d'une Afrique aussi décomplexée, qui fait son propre récit, qui fait aussi sa propre critique, qui porte sa propre vision du monde, fait ses choix au mieux de ses intérêts et surtout construit son propre destin. D'une certaine façon, je peux reprendre ici ce que disait il y a 246 ans les pères fondateurs
de la déclaration d'indépendance des États-Unis, en affirmant, et je cite, que le temps est venu pour l'Afrique de prendre parmi les puissances de la terre la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit. 246 ans. Et je voudrais rajouter que l'Afrique a le potentiel d'occuper cette place. Avec ses 30 millions de kilomètres carrés, quand vous voyez ce vaste continent, il m'est plus facile de venir à Washington à partir de Dakar que d'aller à Cape Town. Cape Town est beaucoup plus loin de Dakar que Washington. Donc c'est un vaste territoire où il faut tout construire. 30 millions de kilomètres carrés, 1,3 milliard d'habitants. Mais nous avons également l'Afrique des solutions, notamment par l'important potentiel économique et les importantes ressources naturelles du continent. D'importantes réserves hydriques, plus de 60% des terres arables, des réserves d'or, 40% des réserves d'or du monde viennent d'Afrique, 85 à 95% des réserves de métaux du groupe du chrome et du platine. Mais l'Afrique, c'est également 85% des réserves de phosphate, plus de 50% des réserves de cobalt, un tiers des réserves de bauxite, et je laisse plusieurs autres minéralisations. La liste serait très longue. Mais l'Afrique, c'est également 12% des réserves du pétrole mondial et une nouvelle vocation gazière de classe mondiale. Alors c'est pourquoi vous comprendrez notre révolte lorsque les pays développés à Glasgow ont décidé, sans concertation, qu'il fallait mettre un terme définitif à toute énergie fossile. Alors que la moitié de la population africaine n'a pas encore accès à l'électricité et que nos pays ont des ressources abondantes en gaz, en pétrole. Naturellement, j'ai dit, ça c'était le coup d'assaut final, l'estocade finale contre l'Afrique. Ce n'est pas acceptable. Comment peut-on dire à un continent si pauvre, sur le plan du développement, pas des ressources, que laissez vos réserves dans le sous-sol, puisque la planète est menacée, nous le savons tous, mais nous n'en sommes pas responsables, et vous le savez tous, puisque nous ne sommes pas industrialisés, nous ne pouvons pas polluer. Donc ceux qui ont pollué depuis un siècle et demi continuent à utiliser le charbon, y compris dans ce pays où nous sommes aujourd'hui, continuent à utiliser le pétrole et le gaz, mais qu'on nous dise, vous, on ne va plus financer à l'étranger les énergies fossiles. Il faut avouer qu'il y a de quoi être révolté. Mais heureusement que la raison a fini par prévaloir et qu'après la guerre en Ukraine, finalement, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'ils étaient aussi vulnérables que nous, aussi dépendants aussi sur le gaz, le pétrole. Et finalement, les esprits se sont calmés. Aujourd'hui, on a repris la discussion et l'Afrique demande une transition énergétique juste et équitable. Puisque l'Afrique est déjà engagée pour la défense du climat. Et nos pays s'endettent pour financer leur programme vert par une dette très élevée. Parce que c'est une dette qui passe par les crédits export, qui, comme vous le savez, sont conditionnés par les assurances, elles-mêmes conditionnées par les notations, qui souvent sont très éloignées de la réalité de nos continents. D'où la nécessité de revoir la perception du risque en Afrique. Et malgré toutes ces difficultés, vous savez, aucun pays, très peu de pays, pour ne pas dire aucun pays africain n'est encore pris à défaut, comme d'ailleurs certains autres pays dans d'autres continents.
malgré les difficultés. Alors je voudrais dire simplement que nous devons travailler ensemble dans le cadre d'un partenariat fécond qui nous permette de travailler à améliorer les conditions d'exploitation de ces ressources, mais dans une perspective de consommation basse carbone, dans une perspective d'une transition qui préserve la planète. Et nous sommes engagés pleinement à cela. Bien sûr, pour que nous puissions exploiter au mieux les ressources naturelles abondantes du continent, cela passe par un capital humain de qualité, en nombre et en qualité, surtout en développant la formation technique et professionnelle, l'enseignement scientifique. Et vous l'avez rappelé, la population africaine est très jeune. Donc ce dividende démographique, si nous voulons qu'il serve, il faut former cette jeunesse. Sinon, c'est pire qu'une bombe nucléaire. D'avoir une jeunesse aussi abondante, non formée, et qui n'a aucune perspective d'emploi, ça va déstabiliser complètement la démocratie qui est en train de se mettre en place sur le continent. Je voudrais également dire que sans un capital humain de qualité, bien sûr, ce dividende démographique est une illusion. Il serait même un handicap sérieux qui va freiner tous nos efforts de développement plutôt qu'une force qui soutient l'économie. Mesdames et messieurs, la poursuite de l'intégration africaine me paraît également fondamentale, pas seulement au plan politique, que depuis 1963, les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine se sont battus pour que cette intégration politique puisse être faite, mais nous le savons, sans intégration économique, évidemment, la portée de l'intégration politique du continent sera de faible portée. Nous avons lancé récemment la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, à laquelle l'Union africaine a d'ailleurs consacré il y a une semaine ou deux un sommet extraordinaire le 25 novembre dernier au Niger. Mais au-delà des textes, c'est aussi par les infrastructures que nous pourrons faciliter la libre circulation des personnes et des biens qui sont indispensables à l'intégration. Et nous avons défini dans le cadre du NEPAD ce qu'on a appelé le programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, où nous nous sommes concertés et nous nous sommes accordés sur les programmes régionaux d'infrastructures, les routes, les chemins de fer, les centrales électriques, utilisant des ressources naturelles, de l'énergie renouvelable, la centrale Dinga, mais également tout le potentiel du fleuve Congo, et je fais un clin d'œil au président Denis Sassou Nguesso, qui dirige par ailleurs les importants travaux du bassin du Congo comme source d'oxygène pour la planète. Nous avons ces vastes programmes d'infrastructures sans lesquels, bien sûr, nous ne pourrons pas commercer entre nous. Le commerce intra-africain aujourd'hui est inférieur à 16%. Le niveau de commerce entre pays africains. Pour se déplacer d'une capitale à l'autre, souvent il est plus facile de venir jusqu'en Europe pour rejoindre l'autre pays, puisque nous n'avons pas les infrastructures de base. Or, ces infrastructures de base, c'est principalement le chemin de fer. C'est le rail qui a développé l'Europe, qui a développé les États-Unis, entre l'Ouest et l'Est. Et nous constatons que depuis longtemps, plusieurs pays et institutions partenaires ont marqué peu d'intérêt pour ce secteur stratégique des infrastructures. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que la réalisation de ces infrastructures rentables est une importante niche d'opportunité pour l'investisseur
et les pays d'accueil, notamment à travers les partenariats publics-privés. Et c'est là où j'invite les banques américaines, le secteur public américain, à oser venir en Afrique pour entreprendre avec les Africains, investir. Le taux de rentabilité est beaucoup plus important en Afrique qu'ailleurs. Tous nos partenaires, qu'ils soient anciens ou nouveaux, sont les bienvenus sur ces chantiers des infrastructures en Afrique. Alors c'est pourquoi quand on nous dit ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, c'est un problème. Chaque pays essaie de trouver son équilibre et de tirer son épingle du jeu. Nous voulons commercer avec l'Amérique, avec l'Europe, mais aussi avec l'Asie. Pourquoi on nous dit vous n'avez pas le droit de traiter avec les Chinois, ne regardez pas la Russie, sinon on vous sanctionne. Il y a une loi d'ailleurs américaine sur laquelle nous allons discuter avec le président Biden. Dire aux Africains, vous n'avez pas le droit. Tout pays qui commerce avec la Russie sera sanctionné. Et c'est une atteinte grave sur la souveraineté de l'Afrique. Alors que nous devons bâtir un partenariat. Et je suis sûr qu'avec l'Amérique, nous pouvons beaucoup construire ensemble, puisque vous en avez les moyens et surtout la technologie, et surtout l'entrepreneuriat, votre secteur privé étant le plus dynamique au monde. Alors que tout le monde soit les bienvenus en Afrique sur ces chantiers prioritaires, en gardant sans complexe nos amitiés traditionnelles, en nous ouvrant comme tout le monde aux nouveaux horizons. L'ouverture, c'est le sens de l'histoire. Au-delà des responsabilités qui nous incombent, au plan national et continental, la place de l'Afrique dans le système international dépend également d'une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable. C'est le sens du plaidoyer que je mène depuis le début de mon mandat à la tête de l'Union africaine, sur plusieurs fronts avec l'ensemble des chefs d'État. Nous avons dit, le G20 est un cadre global où des discussions importantes se mènent sur les plus grandes économies, les 20 premières économies mondiales. Mais si vous prenez l'Union africaine, elle fait 1,3 milliard d'habitants, mais elle fait aussi 2,7 trillions de dollars de PIB. Donc, elle est 7e ou 8e économie mondiale. Mais pourquoi elle n'est pas autour de la table? On attend qu'on nous invite. Alors, si vous avez un pays du G20 qui est afro-compatible, nous sommes invités. S'il n'est pas afro-compatible, nous attendons peut-être le prochain pays qui, lui, pourrait être intéressé par avoir des Africains autour. Excusez-moi, les termes parfois paraissent difficiles, mais je ne fais que décrire la réalité du monde telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Sur la question du financement conséquent des économies africaines, vous l'avez évoqué, nous estimons qu'il est nécessaire que l'OCDE réforme les conditions d'accès au crédit export en assouplissant les règles sur les taux du crédit et la durée des délais de grâce et des périodes de remboursement. Et c'est dans l'intérêt des pays exportateurs. C'est-à-dire ce que nous plaidons à la limite, c'est pour que vous exportiez plus en Afrique. Je l'ai dit, nous avons besoin de beaucoup de volume d'investissement. L'aide publique ne peut pas être une réponse pour l'Afrique. L'aide publique est trop faible pour nos besoins en investissement. Donc ceux qui ont de la production, des exportations à faire, ceux qui vendent des centrales électriques, qui vendent des avions, qui vendent des trains, qui vendent des biens, des services, et qui ont des crédits export, qui ont des banques Exim, qui ont du DFC, etc., doivent pouvoir réformer le système pour financer vos entreprises qui viendront travailler avec les nôtres sur le continent africain et pour faire de la croissance externe à partir du continent africain. Et tout le monde a sa place. Cela permettrait de mobiliser plus de ressources pour le financement de projets de développement, y compris
par l'investissement privé et le partenariat public-privé. Aussi, il convient de lutter davantage contre les congés fiscaux abusifs, l'évasion et l'optimisation fiscale qui privent beaucoup de pays africains d'importantes ressources financières. Alors même que l'impôt doit être payé là où l'activité génère la richesse. Je vais prendre deux secteurs dans le domaine extractif, le secteur des mines, le secteur du pétrole et du gaz. Deux secteurs où l'essentiel des législations en Afrique ont été conçues dans une logique de faire la promotion des investissements avec des congés fiscaux au lieu des taxes, de façon à ce que même si la compagnie qui vient, qui doit gagner de l'argent, c'est tout à fait normal, mais que le pays puisse avoir des taxes, que les législations puissent être améliorées. Mais on vous opposera toujours la stabilité des contrats puisqu'ils ont été signés avant. Il faut respecter la signature du pays. Or, même si la signature, c'est la signature d'un contrat léonin qui ne donne aucune faveur au pays. Et donc ça, c'est peut-être par le partenariat, à travers le G20, nos discussions avec le G7. D'ailleurs, il y a plusieurs années, je me rappelle de plusieurs rencontres du G20 du temps du président Obama, on avait une initiative commune qu'on appelait le CONEX, qui était une initiative pour accompagner les pays africains avec des cabinets d'avocats pour les assister sur la signature de contrats complexes. Alors tout cela participe aux difficultés du continent et aux difficultés d'emploi. Et tout cela se traduit par le développement de la pauvreté, du terrorisme qui est en train de gangréner le continent. Et je pense que nous avons des solutions ensemble pour que l'Afrique présente un autre visage. Mais je dois dire qu'il est heureux qu'à l'initiative des États-Unis d'Amérique, l'OCDE ait adopté en octobre 2021 un accord historique sur l'impôt minimum mondial de 15%. Ça mérite vraiment des applaudissements parce que ça a été l'œuvre du président Biden et de l'administration américaine. Cet impôt minimum mondial de 15% devrait permettre aux pays où les extractions se font de pouvoir garder un peu de revenus. Et c'est une étape significative dans la lutte contre les pratiques fiscales anormales qui contribuent à l'érosion de la base d'imposition. Mesdames et messieurs, nous devons davantage travailler à l'amélioration des méthodes d'évaluation des agences de notation. Vous l'avez rappelé. Nous n'avons rien contre les agences, qu'on s'entende bien. Mais le constat a été fait, pas par nous. Il a été fait que les pays africains continuent d'être pénalisés par une perception exagérée du risque qui renchérit les primes d'assurance, je l'ai dit, et le coût de l'investissement. Et le rapport 2022, cette année, sur le financement du développement durable, publié en avril 2022 par une soixantaine d'institutions internationales, dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, entre autres, a également relevé les limites de ces évaluations et a recommandé de faire en sorte que les critères d'évaluation reflètent au mieux la situation réelle de chaque pays, au lieu de faire des généralisations. Oh, c'est l'Afrique, alors que, comme je vous l'ai dit, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe, il n'y a rien de commun, sinon on est africain. C'est tellement différent, les pays sont tellement différents, les cultures tellement différentes, les valeurs de civilisation même tellement différentes. On ne peut pas, dans une généralisation comme ça, dire, bon, tous les pays, on leur affecte un coefficient parce que c'est l'Afrique. Parfois même, c'est des critères qui n'ont rien d'économique. Enfin, nous voulons une transition énergétique, je ne vais pas y revenir,
équitable qui permet à nos pays d'utiliser leurs propres ressources pour satisfaire leurs besoins d'industrialisation à des coûts compétitifs et assurer l'accès universel à l'électricité pour plus de 600 millions d'Africains. Et comme il a été constaté à la COP27 à Sharm el-Sheikh, en matière d'adaptation au changement climatique, ce sont plutôt ces pays du tiers-monde, des pays en développement, qui aujourd'hui financent leur énergie propre, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolienne ou les barrages hydro. Donc toute cette énergie renouvelable, c'est par l'endettement qui alourdit nos bilans que nous arrivons à le faire, sans aucun soutien, ni du Fonds vert climat, ni de quelque entité que ce soit. Recourir à la dette, puisque les engagements financiers convenus lors du sommet de Paris, qui consistait à mettre 100 milliards de dollars à partir de 2020 sur la décennie 2020-2030, jusque-là n'ont pas encore été totalement engagés. Aussi, en plus de ces considérations économiques et financières, mais aussi environnementales, nous plaidons pour une représentation plus équitable de l'Afrique dans les instances de gouvernance mondiale, je l'ai dit, surtout le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette organisation héritée de la Seconde Guerre mondiale, on le sait, au moment où quasiment toute l'Afrique était sous d'autres drapeaux, c'était des colonies, n'a pas pris en compte les intérêts du continent. Nous sommes absents. Tout un continent, il n'y a pas un membre permanent du Conseil de sécurité sur le continent africain. Alors que les sujets, pour l'essentiel, concernent l'Afrique à cause des crises de sécurité, des instabilités. Et donc, il faut que nous acceptions de faire bouger, d'apporter des réformes à cette organisation importante que sont les Nations Unies. Le G20, aujourd'hui, nous faisons des progrès grâce vraiment à la lucidité et à la générosité des leaders, comme le président Biden, certainement, les États-Unis nous diront. Mais je dois dire aussi que nous avons quand même quelques soutiens qui se sont manifestés en Europe, en Chine et dans les BRICS, mais aussi notamment la France, le Conseil européen. Et j'espère qu'avec le soutien américain, les choses vont bouger, parce que c'est un soutien de taille. Finalement, ce que réclame l'Afrique, mesdames et messieurs, pour une autre vision du monde, n'est pas une révolution. Nous ne voulons pas de révolution, mais une simple évolution. Une simple évolution pour plus de justice et d'équité dans les relations internationales. C'est une demande légitime à laquelle nous voulons associer tous nos amis et partenaires. Je voudrais saluer ici une amie, Alice Albright, qui est la CEO du MCA, mais que j'ai connue pendant ses fonctions de CEO du Partenariat mondial pour l'éducation, où elle a fait un excellent travail avec nous, avec l'Afrique, avec les pays en développement sur la question de l'éducation. Thank you, Alice. Et je suis sûr que le Millennium est un des programmes importants des États-Unis en faveur des pays en développement. C'est un programme que nous saluons, exigeant, c'est normal, sur la gouvernance, sur un certain nombre de paramètres comme la lutte contre la corruption, le respect des droits de l'homme, etc. Mais c'est un programme que je tiens à saluer parce qu'il est novateur et il permet aux pays africains également d'avoir un ballon d'oxygène et de poursuivre la marche vers le progrès. Voilà, mesdames et messieurs, les remarques. Je m'excuse d'avoir été un peu long, que je voudrais faire ici en attendant de livrer le message de l'Union africaine à notre sommet de demain. Et merci vraiment à Atlantic Council. Et je souhaite que vous pourrez nous aider à amplifier ce plaidoyer pour l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.